Vous écoutez Populse, le podcast qui aborde tous les arts et la pop culture pour parler de notre société. Je suis Manon Lumeau et je propose des épisodes seuls autour d'un sujet qui me tient à cœur et des discussions libres avec un ou une invitée qui vient me parler d'une œuvre qui fait battre son cœur. Pour ce premier épisode, j'aimerais vous parler d'Amy Winehouse. À l'heure où l'écrivaine Louise Chenevière sort son Pour Britney, une œuvre littéraire sous forme de mea culpa de l'écrivaine née au début des années 90 pour avoir, en quelque sorte, abandonné Britney Spears. J'ai voulu m'intéresser à une autre personnalité sacrifiée par la société, traquée comme une bête par les paparazzis jusqu'à sa mort. Une personnalité qui me touche tout particulièrement, c'est la chanteuse Amy Winehouse, décédée en 2011. Pour commencer, pourquoi avoir choisi Amy? Tout simplement car c'est avec elle que je suis passée de l'enfance à l'âge adulte. Amy, ses chansons, sa voix, ses rythmes, sa douleur, sa force et sa fragilité m'ont accompagnée tout au long de mon adolescence. Elle m'a aidé à mieux comprendre mes émotions, et ce malgré mon niveau d'anglais plus que moyen. Parce qu'Amy avait un don, celui d'exprimer ses plaies dans un langage universel. Je me revois à 14 ans, regardant et écoutant ses concerts en boucle. J'ai eu d'autres chanteuses phares dans ma vie, mais Amy, c'est celle qui me frappait en plein cœur. Celle qui me parlait sans s'adresser à moi. Le jour où Rehab sort sur les ondes françaises, j'ai 12 ans et je m'en souviendrai toute ma vie. Tout comme le jour de son décès. Je sais exactement où j'étais, ce que je faisais, et je peux même avouer que c'est mon premier choc d'adulte. Si tant est qu'on puisse se penser adulte à bientôt 16 ans. Je me souviens aussi très bien des moqueries sur Amy, les blagues sur son nom de famille, les photos d'elle dans un état critique qu'on a pu m'envoyer pour me faire de la peine, l'adolescence, quoi. Et puis les blagues qui fusaient sur les causes de sa mort, pendant que moi je pleurais. Back to Black, c'est l'œuvre qui me rappellera toujours celle que j'étais à cette époque. Ce qui m'amène à m'interroger sur pourquoi cette persécution, ces moqueries collectives, pourquoi la circulation de ces photos et leurs commentaires, pourquoi le dénigrement d'une jeune femme. Alors que le gouvernement parle aujourd'hui de faire de la santé mentale une grande cause nationale en France, outre les coupes budgétaires dans le domaine de la santé, les difficultés d'accès aux soins psychologiques et psychiatriques pour une très large partie de la population, c'est de l'image que je souhaiterais parler. L'image médiatique que l'on a de la dite folie, l'image de la dépendance ou encore de la toxicomanie qu'on nous inculque. Comment peut-on traiter le sujet de la santé mentale dans une société où des personnalités publiques sont jetées en pâture, moquées, leur intégrité en tant que personnes non respectées et dont les fragilités sont surmédiatisées? On pourrait alors rapprocher ce phénomène de la théorie du bouc émissaire de René Girard, anthropologue et philosophe, qui explique comment se sont organisées les civilisations et qui peut servir à expliquer l'idée de faire société, notamment dans notre système capitaliste et patriarcal. Reprenons avec Amy. Elle commence donc sa carrière à peine 18 ans lorsqu'elle signe son premier contrat dans un label et un an plus tard, son album Frank voit le jour. Naît alors une voix extraordinaire que l'on compare à toutes les plus grandes voix du jazz et de la soul. Mais Amy Winehouse n'est pas qu'une voix, et encore moins un produit. Si on s'attarde sur l'écriture de ses premiers titres, il est indéniable que derrière ces morceaux, il y a une âme, une jeune femme qui sort tout juste de l'adolescence et qui nous parle de ses chagrins d'amour vécus avec une grande intensité. À cette époque déjà, la chanteuse souffre de troubles alimentaires. Elle est boulimique et ne s'en cache pas. Son entourage est au courant, mais sa santé n'est pas prise en compte. Sûrement parce qu'elle est une jeune femme et qu'après tout, dans notre dictature du corps, à son apogée dans les années 2000, vouloir maigrir n'est pas considéré comme un véritable problème. Cela étant, le rapport dénigrant qu'Amy Winehouse entretient avec son propre corps a un impact dans la manière dont elle se représente physiquement dans l'espace public. Et cela est minimisé, voire complètement mis de côté par son entourage personnel et professionnel, alors même que la chanteuse se dédie à une carrière internationale et donc publique. Que ce soit par désintérêt, par honte, par déni, peu importe, le résultat est le même. L'intensité dont je parlais dans la manière dont Amy semble vivre ses histoires et ses ruptures amoureuses, c'était sans parler de la rupture avec Black Fidor Civil, qui a donné naissance au chef-d'œuvre et succès planétaire Back to Black, mais qui signe également le début d'une descente aux enfers, une descente vers la mort tout simplement de la jeune artiste, qui, je le rappelle, ne fait pas partie du club des 27 comme si cela était une gloire, une entrée dans une sorte de légende fantasmée qui ferait d'elle une star encore plus qu'elle ne l'était déjà. Non, la vérité c'est que c'est bien une femme qui meurt à 27 ans, et ça, c'est de l'ordre de l'impensable. C'est donc à partir de 2006 et sans discontinuer qu'Amy Winehouse devient un véritable objet médiatique. Comme dans le cas de Britney Spears, humiliée par la presse et j'entends encore les ricanements du commun des mortels à son égard lorsqu'elle se rase la tête en 2007, ce qui est étrange, c'est que Britney, en tant que femme et en tant que star, ne vaut plus rien dans l'estime des gens. Son image est sans cesse dégradée, alors qu'à peine un an plus tard, le titre Womanizer est un carton planétaire. On constate alors une véritable schizophrénie générale. Et dans le cas d'Amy Winehouse particulièrement, car tout le monde s'accorde à dire que c'est une des plus grandes artistes de sa génération, et dans le même temps, personne n'hésitera à la mépriser, se moquant de ses suicides à petit feu à base d'héroïne, de crack et de vodka. En gros, on stigmatise. Britney, c'est la pute, pour citer Louise Chenevière, qui reprend Nelly Arcan. Amy, c'est la junkie, et ça ne vaut pas mieux. Pourtant, jusqu'à preuve du contraire,
ces mêmes gens, le collectif, chante à tue-tête sur Rehab. Mais enfin, tout le monde sait ce que ça raconte, Rehab. Le monde s'émeut en écoutant Love is a Losing Game, et pourtant, c'est bien parce que cette personne est en grande souffrance psychologique qu'elle peut nous faire pleurer en touchant des plaies auxquelles nous n'aurions peut-être jamais eu accès. Autrement dit, pour faire court, pendant des années, Amy Winehouse est à la fois adulée et ridiculisée, comme si l'artiste et la personne étaient dissociés. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Comme quoi, encore une fois, la séparation de l'homme ou de la femme et de l'artiste n'a jamais rien de bon. Maintenant, si on en revient à René Girard et sa théorie du bouc émissaire, que l'on peut appliquer à un grand nombre de cas dans la pop culture, je pense d'ailleurs à Loana, une des victimes de l'acharnement médiatique et du dénigrement de ces années 2000, et dont on parle en ce moment avec la sortie de la série culte sur le Loft. Le riz du bouc émissaire a pour vertu première de transformer le tous contre tous en tous contre un. Focaliser sa violence contre une seule et même personne permet à la société de vivre ensemble et de partager un référentiel, d'avoir un socle commun. Dans le cas du lynchage médiatique des célébrités, cela se fait par le harcèlement des paparazzi, le relais dans la presse à scandale, de Sun dans le cas d'Amy Winehouse, la moquerie et les insultes sur les réseaux sociaux, des images véhiculées sans aucun respect de la dignité humaine ou encore l'humiliation directe lors des nombreuses huées collectives, et je pense notamment au concert de Belgrade, qui n'aurait jamais dû avoir lieu, qu'a tenu Amy avant sa mort, et qui signe les dernières heures de vie d'une jeune femme malade de 27 ans. Cet acharnement médiatique est une forme de persécution directe d'une personne, connue certes, mais néanmoins humaine, et cela en raison d'une santé mentale très fragile et de ses conséquences lorsqu'elle n'est pas prise en charge. D'autre part, on remarque que plus la personne est malade, plus elle est traquée, humiliée et moins elle est soignée. Dans sa théorie, René Girard soulève 3 points qui caractérisent en général le bouc émissaire. Premièrement, il faut que la victime soit à la fois assez distante du groupe et en même temps assez proche. C'est assez clair dans ce cas, tout le monde connaît Amy sans la connaître vraiment, c'est le principe même de la célébrité. Deuxièmement, il faut que le groupe ignore que la victime est innocente. C'est ce que nous donnent à voir les médias lorsqu'ils nous assaillent de photos prises à la volée, de vidéos montrant Amy Winehouse en pleine autodestruction. Après tout, c'est sa faute, personne ne l'oblige à prendre du crack. On met donc la culpabilité tout entière sur la victime au lieu de comprendre ce qu'est la maladie de la toxicomanie. Il n'y a absolument aucune fin pédagogique, aucune intention de faire que les pouvoirs publics se saisissent du sujet, non, mais uniquement le but de faire de cette figure un punching ball, un catalyseur de haine. Troisièmement, le bouc émissaire présente souvent des qualités extrêmes. Dans ce cas, la personne célèbre représente plusieurs qualités que l'on peut qualifier d'extrêmes et qui agitent la société, à savoir l'argent, le succès qui crée l'avidité, mais aussi parfois la faiblesse, et c'est une aubaine pour la société de pouvoir se focaliser sur cet aspect-là. La théorie de René Girard a surtout servi à expliquer les grands phénomènes de violence dans toutes les époques, à savoir les guerres, et ce depuis l'Antiquité, en considérant la violence comme endogène. Cette théorie reste édifiante pour expliquer notre système capitaliste, par exemple, qui est de faire du profit et de créer une communauté de richesse en sacrifiant les plus faibles, mais ça c'est presque un autre sujet. La théorie de René Girard peut être incomplète pour définir les multiples causes de violence dans les conflits quels qu'ils soient, mais ces grands principes sont une base de réflexion et nous permettent d'interroger nos rapports à l'autre en général, et notamment notre rapport à celles et ceux qui, de par leur célébrité, sont passés de la sphère privée à la sphère publique et sont donc plus facilement objetisés. Il est peut-être temps de se réveiller, de questionner ces logiques archaïques de violence et de mépris qui polluent toutes les sphères de nos vies, même dans notre rapport, qui pourrait sembler futile, au divertissement et à la culture populaire, mais qui imprègnent notre enfance, notre adolescence et forgent les adultes de demain. Sans compter que j'ai pris des exemples féminins et ce n'est pas anodin. Et je vous invite pour cela à lire le très beau Pourbriné de Louise Chenevière à ce sujet. L'autrice fait écho dans son livre à l'écrivaine américaine qu'il est grand temps de redécouvrir, Nelly Arcan, qui s'est suicidée à l'âge de 36 ans. J'aimerais simplement lire un passage de Pourbriné qui, sans conteste, pourrait être écrit pour Amy et pour tant d'autres. Louise Chenevière écrit: car c'est une chose admise qu'une jeune femme, fût-elle la femme la plus puissante du monde, n'est rien sans ces muscles-là, n'est rien seule. Non, et Briné n'aura de cesse de dire cela. Que ce qu'elle voulait le plus au monde, c'était un mari et des enfants, une famille heureuse, ce qu'elle n'aura pas bien sûr. Et quelle femme, dites-moi, quelle femme au monde a cela? Un homme qui l'admire et la respecte, un homme qui écoute et essaye de comprendre, un homme dont elle n'est pas intimement persuadée qu'il finira bien par la laisser pour une autre, plus jeune toujours, un homme qui ne sera pas soudain un beau jour sans raison, indifférent et cruel. Quelle femme au monde, dites-le-moi. Il ne faut pas oublier de souligner le rôle du patriarcat dans le drame d'Amy Winehouse, avec notamment un père aux manettes d'un commerce autour de sa fille malade, tout comme Britney. Alors loin de moi l'idée d'incriminer la famille d'Amy Winehouse, mais plutôt le système autour de cela. Alors qu'Amy aurait dû être protégée, conduite en cure de désintoxication bien avant, elle a au contraire été jetée dans la cage au lion par un père, par un manager, par un producteur, par des paparazzis. Un entourage quasi exclusivement masculin et qui fait du profit sur la chanteuse.
Je rappelle que son père est très vite devenu son agent. Ou encore les paparazzis qui capitalisent eux non pas sur l'artiste, mais carrément sur une image de junkie. Sans reparler de Blake Feeder Civil qui ne fait pas de profit directement sur Amy, mais dont la notoriété est associée à la jeune femme, et qui a lui-même reconnu son rôle dans l'addiction aux drogues dures de son ex-femme. Un exemple de la perversion médiatique à laquelle a participé son père, également agent, c'est juste avant sa mort, alors qu'Amy, affaiblie, tente de se reposer sur l'île de Sainte-Lucie, son père y débarque pour tourner une émission de télé-réalité dont l'équipe enregistre tous les échanges entre le père et la fille. Tout y est là-dedans. Le rôle du père, le fait de profiter de la faiblesse d'une personne vulnérable, l'argent, 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 et du cirque, tout simplement. Et c'est donc cela que j'ai voulu questionner et montrer. C'est que la descente aux enfers d'Amy Winehouse est très largement liée à tout un système capitaliste patriarcal qui prône la violence par le sensationnalisme et une forme de persécution du sujet lorsqu'il ne rentre pas dans les cases, et dans ce cas à cause d'une santé psychologique fragile. Je finirai par lire ces 3 phrases traduites en français d'un couplet de Tears Dry on Their Own, sorry pour l'accent, extrait de Back to Black. Je ne devrais plus jouer la comédie, je devrais juste être ma propre meilleure amie, pas faire chier mon esprit avec des mecs stupides. Oui, agir pour traiter de la santé mentale dans notre société est une nécessité. Mais avant toute chose, il faudrait apprendre à respecter les faiblesses, à reconnaître les maladies et les personnes qui en sont victimes comme des êtres humains qui ont besoin d'être aidés et non pas comme des phénomènes de foire. Et remettre en question tout un système, un rapport à la violence qui entretient et invite à l'humiliation. Pardon Amy, pardon Britney, pardon Loana, etc., etc. Je remercie Louis Chenevière pour son livre et bien sûr Amy Winehouse pour tout. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Populse.